C'est parti. Et je vais passer la main en premier lieu à Alexandra Bastien, qui est chef de produit à l'UGAP, et qui est responsable du coup de ce marché et qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, bonjour à tous, merci Romain. Effectivement, compte tenu de l'actualité dense cette année, en fait, en matière de cybersécurité, Nomios et l'UGAP ont décidé de programmer une série de webinaires pour vous informer sur les solutions de sécurité proposées dans le cadre des marchés UGAP. Donc, c'est l'occasion de faire un petit point sur ces marchés. Voilà, donc aujourd'hui, à l'UGAP, on a plusieurs marchés de cybersécurité, notamment des marchés de cybersécurité infrastructure. Donc, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Vous avez 3 lots distincts. Le premier, là, au milieu, le lot avec Nomios sur la partie infrastructure et mobilité, avec une dizaine de constructeurs, et notamment Fortinet ici présent. On a également un lot en contrôle et sécurisation des accès avec SCC, et un troisième lot qui est plutôt un lot en complément de parc avec Orange Cyberdéfense et 2 autres constructeurs. Donc voilà, déjà en matière d'infrastructure, on a déjà plusieurs lots, plusieurs marchés qui peuvent vous intéresser. Et on a également des offres complémentaires à ces marchés d'infrastructure, puisqu'on a des offres en prestations intellectuelles informatiques, notamment le marché Advance en sécurité des systèmes d'information, qui sont des prestations de conseil et d'accompagnement en sécurité des SI, et qui permet de conserver, rétablir et garantir la sécurité et la cybersécurité de vos systèmes d'information. Et on a également d'autres marchés qui peuvent être complémentaires aussi sur la partie logicielle, mais aussi sur la partie data center, notamment le marché multi-éditeur que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, dans lequel on peut trouver plus de 3000 éditeurs, et notamment des éditeurs de cybersécurité avec SCC, qui est notre titulaire, et un marché de prestations relatives au centre de données, où là, on est plutôt sur de l'audit, des études et de l'accompagnement sur toutes les prestations relatives au centre de données, ce qui vous permet en fait de fiabiliser, optimiser, repenser votre centre de données, voire entamer une démarche Green IT, numérique responsable. Donc voilà, je voulais brosser rapidement un rapide, un rapide portrait des différents marchés qu'on trouve à l'UGAP, pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de possibilités, et que tous ces marchés-là sont disponibles actuellement. Voilà, je referme la parenthèse, je redonne la parole à Romain, Merci qui Alexandra. va pouvoir vous présenter l'agenda. Alors, pareil, on va présenter assez rapidement le contenu du marché de la part de Nomios. Et puis après, on passera la main sur le sujet qui nous anime. Mais je vais essayer quand même de faire 2-3 minutes sur la partie Nomios. Donc, je veux bien que tu passes au slide d'après. Voilà. Alors aujourd'hui, on a Vincent Chanal, hein, vous avez vu, qui passe les slides, mais qui ne va pas faire que ça. Il est système ingénieur chez Fortinet et qui va nous faire la présentation sur les collectivités locales. Et donc, moi-même pour Makina. Alors, Nomios, en quelques mots, on est présent sur tout le territoire. On a eu ce marché de cybersécurité depuis 2019, et on peut intervenir sur toute la chaîne d'un projet en cybersécurité et en réseau, de l'intégration au support, en passant par du service managé, et puis des prestations qui ne sont pas forcément directement au marché, mais qui sont le SOC, de l'accompagnement longue durée. Voilà. Donc on est 200 collaborateurs en France. On a beaucoup grossi, notamment grâce à ce marché Gap. Et donc normalement, vous voyez ces petits points noirs, ça doit vous concerner à peu près tous. Et on a essayé de matcher les petits points noirs avec les correspondants, vos CSI, qui sont vos interlocuteurs UGAP. Passe. Super. Donc aujourd'hui, c'est Fortinet. N'hésitez pas si vous avez d'autres besoins, à consulter la page sur l'UGAP du contenu du marché. Et donc, il y a d'autres segments au marché, et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la partie de Fortinet. Très bien. Alors, bien sûr, il y a tu peux te passer d'un coup, excuse-moi. Bien sûr, vous avez la possibilité d'acheter des solutions des éditeurs hardware et software, mais il y a aussi un volet prestations sur le marché sécurité. Pour vous accompagner, on peut faire en conseil du prototypage, c'est-à-dire des POC et des études sur votre architecture sécurité.
en amont des prestations. Ensuite, le cœur du marché, c'est la vente et l'installation au point de vue intégration des solutions du marché, qu'on peut préconfigurer chez nous avant de vous envoyer pour faciliter le travail une fois qu'on est dans votre environnement. Et ensuite, une fois que tout est installé, on a des prestations de support et de services avancés. Donc, des prestations de support technique et de maintenance. Donc, support technique, c'est plus à distance depuis notre centre de support qui est à Boulogne. Maintenance, c'est en cas de panne dans vos installations, on se déplace pour remplacer ou pour réparer le matériel qui vous avait été envoyé. Ensuite, la télésupervision, ça vous permet euh, de faire une supervision soit du matériel, mais aussi éventuellement de vos services à distance. Donc, on vous alerte de manière proactive quand un service ne fonctionne plus. Et la téléadministration, c'est un service qui va vous permettre de passer des changements, de nous confier une partie de vos changements pour soulager vos équipes et rajouter de l'expertise en cybersécurité dans vos équipes. De manière transverse, et dans ce volet-là, il y a aussi une partie gestion et pilotage de projet. Donc, on peut vous aider à piloter vos projets d'infrastructure sécurité. Et enfin, si vous avez besoin de formation diplômante sur une partie du segment, que ce soit du Fortinet ou autre prestations possibles, dans ce cas-là, vous pouvez passer par nous pour former vos équipes et donc, nous, on vous revend de la formation officielle qui vous permettra d'être certifié dans la marque en question. Donc, voilà normalement pour la partie Nomios. Et donc, je passe la main au sujet du jour de Fortinet sur les collectivités territoriales à Vincent. Et je me tiens de côté pour répondre à vos questions. Très bien, merci Romain. Bonjour à tous et à toutes. Donc Vincent Chanal, moi je suis, comme l'a dit Romain, ingénieur avant-vente et je suis spécialisé sur le secteur public de la région lyonnaise et enfin Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vois tous les jours des clients de type collectivité territoriale. Donc aujourd'hui, ce qu'on va discuter, enfin on va présenter, enfin je vais vous présenter les dernières tendances et les évolutions des usages, faire un petit rappel sur ces sujets. Je vais reparler des problématiques des collectivités, enfin préciser les problématiques des collectivités en termes de cybersécurité. Je dresserai ensuite un paysage des menaces actuelles, notamment liées à la période du confinement et du Covid. Je vous montrerai comment choisir les bonnes solutions de cybersécurité à mettre en face donc, des menaces et des besoins. Je présenterai ensuite les solutions Fortinet à mettre en face de ces solutions. Et je donnerai quelques exemples de projets communs avec Nomios dans le cadre du marché UGAP pour des collectivités territoriales. Alors, un bref rappel sur ce qui se passe pour les collectivités territoriales, mais également pour les entreprises. La transformation numérique qui transforme énormément les systèmes d'information ces dernières années et qui bouleverse pas mal la manière avec laquelle on met en place de la cybersécurité, donc dans les systèmes d'information. Premièrement, on a le télétravail qui existait déjà, qui était en évolution assez permanent depuis 5-10 ans, et puis qui a subi effectivement une grosse explosion avec le Covid, et qui suit encore après cette période un peu particulière, qui suit sa progression, qui poursuit sa progression, et qui forcément amène quelques sujets de cybersécurité. On a une réelle migration des applications vers le cloud. Là, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de freins finalement, même dans le service public, même dans les collectivités, pour migrer une partie des applications et des services dans le cloud. Donc c'est pareil, ça doit s'accompagner de contre-mesures particulières sur la cybersécurité. On a l'IoT qui est en forte progression, qui sort encore plus avec l'apparition de la 5G, qui va ouvrir d'autant plus le système d'information et qui va l'ouvrir avec des systèmes qui sont potentiellement vulnérables et souvent peu maîtrisés. On a des besoins de conformité, enfin vous avez des besoins de conformité.
avec des régulations, des réglementations toujours plus demandeuses en termes d'organisation. On a la 5G, j'en ai parlé, qui amènera des modifications certaines sur les systèmes d'information. On a une explosion des bordures, c'est-à-dire que les systèmes d'information qui étaient auparavant bien maîtrisés derrière un schéma de type forteresse, finalement, avec de la sécurité périmétrique notamment, qui finalement, on a une explosion de ce schéma-là avec des utilisateurs qui sont maintenant à l'extérieur du système d'information et des applications qui le sont également d'un point de vue géographique, et donc qui rabat les cartes sur la façon dont on fait de la cybersécurité. On a les menaces qui sont en évolution, toujours plus pointu, avec des mécanismes toujours plus avancés, ce qui fait que les organisations doivent mettre en place des solutions et des manières de gérer la cybersécurité qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus pointues également pour contrer ces attaques. Et puis enfin, on a l'expérience numérique. Donc l'expérience numérique, c'est finalement mettre l'utilisateur, le consommateur des services au centre, finalement, au centre du jeu du système d'information. Et donc c'est lui qui finalement c'est lui qui demande en fait la meilleure expérience utilisateur possible, avec une sécurité la plus transparente possible pour lui, donc ce qui complique aussi la tâche, parce que il faut assurer de la sécurité, mais de manière transparente pour l'utilisateur, c'est pas toujours simple. En ce qui concerne les collectivités territoriales, elles font face aux mêmes défis dont je viens de parler que les entreprises. Par contre, parfois, elles souffrent un petit peu d'effectifs qui sont soit réduits, qui sont pas en évolution, qui sont constants. Donc, c'est-à-dire qu'avec un effectif constant, il faut faire de plus en plus de choses. J'ai beaucoup de mes clients qui doivent gérer du réseau, de la cybersécurité, du service applicatif, du système, de la gestion de projet, de la veille technologique, et puis à leurs heures perdues finalement de la cybersécurité, enfin de l'analyse des menaces, etc. C'est quand même assez compliqué, et donc c'est chronophage. Donc ça, c'est un vrai risque au niveau des organisations, c'est finalement de ne pas avoir le temps à accorder à la cybersécurité. On a des menaces qui sont, je l'ai dit, complexes, donc qui nécessitent une réexpertise dans leur analyse, dans leur compréhension. On a la complexité également des outils, j'en ai parlé. Si vous avez des menaces complexes, il faut mettre aussi des outils complexes, des outils multiples, ce qui nécessite d'autant plus le travail d'expertise que vous devez avoir sur les solutions de gestion des risques cybersécurité. On a une notion de coût. Même si récemment, on a des budgets qui sont en hausse, enfin les budgets attribués à la cybersécurité qui sont en hausse, on a malgré tout des coûts qui sont plus justes et qui ne permettent pas toujours de faire tout ce que vous souhaiteriez faire en matière de cybersécurité. Vous hébergez des données sensibles, que ce soit des données à caractère personnel, des données parfois à caractère médical. On peut aussi parler de données à caractère politique parfois, si vous avez des services pour les élus, ce genre de choses. Et donc, vous devez protéger ces données. Vous avez aussi des services critiques. Donc, on a des services critiques, ça peut être les SDIS, par exemple, pour les secours. Ça peut être le service des eaux pour les métropoles. Un certain nombre de services et puis des services de toute façon aux usagers, aux citoyens, aux élus, donc des services qui doivent fonctionner et pour lesquels il y a parfois un vrai risque si le service n'est pas rendu. Vous avez souvent des soucis sur la visibilité de votre système d'information, parce qu'on a parfois des métropoles, par exemple, qui sont un agglomérat de villes, donc qui sont un agglomérat par exemple, de systèmes d'information hétérogènes. Et en fait, c'est toujours en perpétuel chantier finalement pour essayer d'homogénéiser le plus possible le système d'information. Mais ce manque d'homogénéité, parfois, ça entraîne un manque aussi de visibilité sur l'ensemble de la chaîne de cybersécurité et sur l'ensemble du système d'information en général. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des besoins de conformité qui sont importants, notamment sur la partie données à caractère personnel ou autres données sensibles, pour lesquelles vous devez pouvoir rendre des comptes à tout moment et donc avoir un certain nombre de mesures et d'organisations spécifiques et donc d'outils en bout de chaîne afin de rendre cette conformité possible.
Si je reste un petit paysage des menaces ces derniers. Alors, ça, c'est une analyse sur ces 2 dernières années. En général, on a 8 entités sur 10 qui subissent au moins une attaque par an. Quand je dis une attaque, c'est une attaque euh, qui, euh, qui arrive à son terme, hein, donc une vraie attaque. Et 60% de ces attaques ont une vraie incidence soit sur le business des entreprises, soit sur l'activité des organisations, des collectivités. La plupart du temps, c'est du phishing, dans 73% des cas, donc à travers la messagerie. On a énormément de fraude également au président, donc de l'ingénierie sociale pour aller soutirer de l'information sensible ou des données bancaires en ciblant vraiment la victime. Et puis, on a encore énormément d'utilisation de malware, 44% des cas, avec des codes la plupart du temps inconnus. On a des notifications, vous avez des notifications sur la violation de données à caractère personnel. Alors, soit c'est des, pardon, excusez-moi, soit c'est des vols de données, ou alors à un moment des données qui peuvent être exposées, pour lesquelles vous pouvez avoir des réclamations. Et un chiffre qui est important et qui est tantôt variable selon les études, mais qui est en général du même ordre de grandeur, c'est la durée entre le moment où l'attaquant commence son attaque et le moment où finalement vous détectez cette attaque. Il se passe en général en moyenne 3 mois. C'est quand même une durée qui est très très longue. Le but, c'est de raccourcir le plus possible cette durée. Si on met maintenant le focus sur 2020, donc l'année du Covid, cette fois, on a une organisation sur 5 qui déclare avoir subi au moins une attaque ransomware. C'est une recrudescence de ces attaques-là. On a 80% des organisations qui déclarent avoir vu le phishing comme un vecteur d'entrée. Donc c'est toujours pareil, il y a de gros risques autour de la messagerie et de l'ingénierie sociale autour des utilisateurs de la messagerie. La crise sanitaire a fait que, je l'ai dit tout à l'heure, que les utilisateurs finalement travaillaient la plupart du temps en télétravail. Ce qui a ouvert le système d'information extérieur, souvent un petit peu rapidement. Et finalement, tous les outils de sécurisation de ces accès-là n'étaient pas forcément toujours au niveau finalement par rapport au risque d'exposition des données. On a une explosion également du shadow IT, en tout cas une poursuite de l'évolution du shadow IT. Hein, forcément, les utilisateurs sont à l'extérieur du système d'information et potentiellement vont utiliser des outils non maîtrisés par la DSI pour faire du travail collaboratif, par exemple, pour partager des données, des informations avec les autres collaborateurs. Donc ça, c'est toujours un risque majeur parce que c'est de la donnée qui transite sur des canaux finalement qui ne sont pas maîtrisés. On a une adoption du cloud qui, je l'ai dit tout à l'heure, se poursuit et on le voit vraiment se poursuit fortement sur 2020 et sur 2021. On a l'apparition de nouvelles notions, notamment celle du zéro trust, hein, qui est envisagée maintenant dans presque un tiers des organisations. Le zéro trust, c'est ni plus ni moins le fait de ne plus faire confiance à personne, en tout cas avoir le même niveau de confiance entre un utilisateur et une application, peu importe où se trouve l'utilisateur et peu importe où se trouve l'application, et mettre en place un certain nombre d'outils de vérification, d'authentification, de sécurisation, pour permettre à tout utilisateur d'accéder à la bonne application, mais de manière sécurisée. Encore une fois, peu importe où se trouve l'utilisateur et peu importe où se trouve l'application. Et dans un monde où les utilisateurs sont sont très souvent en dehors du système d'information et où les applications sont aussi très souvent en dehors du système d'information, c'est des concepts effectivement qui sont clés maintenant et sur les quelques prochaines années. Et heureusement, on a 43% des organisations qui sont prêtes à augmenter leur budget cybersécurité. Donc c'est très bien, mais c'est malheureusement souvent pas suffisant. Là, c'est une fresque dressée par Fortinet qui apprend un petit peu les différentes attaques majeures, on va dire, depuis les années 90. Donc, il y a toujours eu des attaques spécifiques, hein, qui adressaient une problématique donnée, faisant plus ou moins de dégâts. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un gros boom sur le vol de données. On voit depuis le début des années 2010. Et on a aussi une évolution du ransomware, donc, qui est en perpétuelle évolution. Et là, je pense que la courbe s'arrête en 2020. Mais la dérivée sera encore plus importante sur 2021, donc le bout de la courbe. On a énormément une recrudescence de ransomware, même si effectivement il y avait une légère baisse en 2017. On a eu après une re-explosion de cette utilisation, notamment pendant la crise du Covid.
Donc les collectivités sont durement touchées hein, sur 2020 et 2021. J'ai pris quelques exemples. La mairie de Douai, la mairie de Villepinte, la mairie d'Angers et la mairie de La Rochelle, par exemple. Hein. Ça, c'est juste sur l'année 2021. Donc à chaque fois, c'est des attaques qui ont eu des vrais impacts sur le système d'information. Ça peut aller de quelques heures, quelques jours à plusieurs semaines. Donc plusieurs semaines sans système d'information ou avec un système d'information parcellaire, c'est très compliqué à gérer pour les différents agents des collectivités. Donc, je vais maintenant parler des menaces, rappeler les grands silos finalement des différents vecteurs de menaces et quels outils on met en place, quelle méthodologie on met en place pour les éviter. Donc ça, c'est les principaux vecteurs de menaces. On a la messagerie, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est entre 70 et 80% des attaques qui prennent naissance, on va dire, les premières étapes passent par la messagerie. Donc tout simplement pour pouvoir transmettre à un utilisateur final un code malveillant, ou ils transmettent une URL qui, elle, pointe sur un site malveillant pour exécuter un code malveillant. Mais en tout cas, voilà, la messagerie, c'est vraiment un point très très sensible dans la défense cyber. On a également la protection des flux web, des flux des utilisateurs qui vont soit aller accéder à des applications cloud, soit aller aller accéder directement à des navigations, lors de la navigation web. Et là, c'est un vecteur aussi hein, très important, et notamment qui est utilisé dans une grosse partie, enfin dans plusieurs, vous allez voir après, plusieurs parties de la chaîne d'attaque, plusieurs maillons de la chaîne d'attaque. En fait, quand on analyse les attaques, on se rend compte qu'il y a plusieurs maillons à une chaîne quand on déroule quand on fait le déroulé de l'attaque, et la navigation web peut intervenir à plusieurs moments de l'attaque. Les applications qui sont vulnérables, hein, les applications qui sont soit hébergées chez vous, soit hébergées à l'extérieur, sont développées par des utilisateurs, enfin par des humains, et potentiellement avec des erreurs et donc des vulnérabilités qui peuvent être exploitables, voire exploitées. Et lorsqu'elles sont exploitées, elles peuvent avoir des impacts plus ou moins importants également. Soit pénétrer un système d'information, soit voler des données, soit finalement faire un déni de service sur une application, soit remplacer une page web par exemple par une page de propagande, ce genre de choses. C'est des exemples qu'on a pu voir récemment. On a les accès Wi-Fi qui sont potentiellement une porte d'entrée au système d'information, notamment lorsque on propose des accès plutôt assez ouverts pour des invités par exemple. On a les accès distants qui permettent aux collaborateurs d'accéder au système d'information, d'accéder à tous les outils depuis chez eux ou en mobilité, qui peuvent être source également d'entrée dans le système d'information pour les attaquants. Le transfert de fichiers, même si on voit un petit peu moins maintenant, mais on a encore une étude qui disait que récemment, il y a encore presque 20% des utilisateurs d'un système d'information qui, lorsqu'ils trouvaient une clé USB par terre, ben, la raccordaient à un moment à leur poste de travail professionnel pour voir ce qu'il y avait sur cette clé. Donc, et puis après, il y a effectivement l'échange de fichiers hein, en Shadow IT hein, sur des environnements non maîtrisés, l'échange de fichiers, potentiellement malveillants. Et enfin, donc le poste de travail, donc on l'a vu, hein, c'est très tourné autour des utilisateurs, la messagerie, la navigation web, les accès distants, le transfert de fichiers, et finalement, bah, voilà, le poste de travail, c'est vraiment ces attaques, la plupart sont tournées autour de l'utilisateur au final. Et donc le point d'entrée, c'est le poste de travail, que ce soit à travers la messagerie, la navigation web, mais c'est le poste de travail. Donc le poste de travail, c'est souvent un environnement qui peut présenter des vulnérabilités, que ce soit sur l'OS ou sur les applications. Qui possède une vulnérabilité importante, c'est l'utilisateur, hein, qui n'est pas toujours très formé pour détecter des attaques, notamment sur la messagerie ou lors de sa navigation web, et qui peut, dans ce cas-là, avoir une mauvaise utilisation, et comme ça permettre la première étape finalement d'une attaque de commencer. Voilà ce que j'appelle donc la kill chain. Donc c'est la chaîne finalement, des différentes qui regroupe finalement les différentes étapes d'une attaque.
En fait, ce qu'il faut faire, c'est on peut pas dire qu'une solution va bloquer toute la chaîne. Par contre, chaque solution va pouvoir adresser une ou plusieurs des étapes. Et le but, c'est de mailler le plus possible les solutions pour permettre de casser au moins casser au moins un des maillons, voire plusieurs maillons, afin de limiter le plus possible les occurrences et les possibilités qu'une attaque arrive à son terme. Premièrement, on a la reconnaissance, donc c'est là où l'attaquant va dresser la liste de toutes les. euh, En fait, il va lister tout ce qu'il faut pour réaliser son attaque. Donc, il va scanner les ports, il va faire l'inventaire de toutes les IP publiques, de tous les noms de domaine, potentiellement des utilisateurs, enfin des adresses de messagerie, des utilisateurs importants s'il veut faire de l'ingénierie sociale. Ensuite, il va préparer son attaque, donc la weaponisation. Donc là, il va préparer son attaque, il va regarder s'il y a des vulnérabilités exploitées, il va regarder comment finalement, par quelle stratégie finalement il va commencer son attaque. Ensuite, il va délivrer le premier bout de code malveillant. Donc là, il va choisir son vecteur. Hein. Donc c'est un des vecteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être la messagerie, ça peut être un site web infecté. Ça peut être sur du man on the middle, sur un Wi-Fi invité, ce genre de choses. En tout cas, voilà, il va faire en sorte de pouvoir délivrer son code malveillant. Ce code malveillant, ensuite, lors de son exécution, va commencer à rechercher des vulnérabilités, à essayer de voir comment il peut finalement s'exécuter complètement. Donc là, c'est la phase d'exploitation. Donc il va voir s'il peut faire de l'escalade de privilèges sur un poste de travail pour passer en mode admin. Il va voir s'il peut faire du buffer overflow, ce genre de choses, à toutes les méthodes finalement au sein des postes de travail. Ensuite, ce qui permet ensuite de conduire à son installation finale. Là, une fois qu'il est installé, il va aller la plupart du temps rechercher un serveur de command and control qui se retrouve à l'extérieur du système d'information pour permettre à l'attaquant d'avoir la mainmise totale sur ce poste et pouvoir enfin après rayonner donc ce qu'on appelle finalement les mouvements latéraux au sein du système d'information pour aller ensuite soit aller chiffrer de la donnée sensible sur des serveurs, soit aller enquêter sur de la base de données en interne, etc. etc. Une fois ce moment venu, bah, l'utilisateur. Donc en général, vous voyez, cette chaîne-là, j'ai parlé de 3 mois. Rien que cette chaîne-là, donc c'est-à-dire avant que l'utilisateur ait la mainmise totale, est déjà souvent très longue. Et ensuite, c'est la phase d'après, c'est-à-dire la phase où l'attaquant a les pleins pouvoirs, elle est également souvent très longue. Donc le but, c'est de pouvoir détecter à différents moments de l'attaque et pouvoir empêcher finalement l'attaquant d'arriver à ses fins. Donc ça nécessite forcément, vu qu'il y a plusieurs vecteurs d'attaque et il y a plusieurs, on va dire, étapes à chaque attaque, forcément, ça nécessite plusieurs outils et plusieurs solutions. Comment éviter les menaces? Donc il faut effectivement essayer d'adresser le plus possible l'ensemble des points vulnérables. Donc il faut lister tous les points vulnérables d'un système d'information, en tout cas essayer d'être exhaustif, et organiser une réponse coordonnée. Donc faut pas forcément avoir une réponse en silo en disant je fais de la j'adresse finalement les vulnérabilités une par une, j'essaie d'avoir une vision globale et essayer de mettre en place des mécanismes notamment d'automatisation dont on va parler tout à l'heure. Un petit rappel quand même sur les fondamentaux, ce qui va permettre d'éviter déjà pas mal d'erreurs, notamment, je pense que vous le faites beaucoup, mais je le rappelle quand même, respect des recommandations, notamment de l'ANSSI, notamment de vos intégrateurs, notamment Nomios, qui maîtrisent très bien ces sujets-là et qui sont là aussi pour vous conseiller sur la bonne utilisation des solutions qu'ils intègrent. Les recommandations aussi des éditeurs constructeurs sont importantes. Nous, chez Fortinet, on présente on envoie énormément de bulletins d'information à nos clients pour les tenir informés par exemple, des mises à jour à passer, des attaques en cours et des points d'attention. On propose également des services, par exemple le service de security rating sur notre solution de pare-feu qui permet en permanence de fournir aux administrateurs des tips et des bonnes pratiques et des écarts par rapport à de la configuration qu'il pourrait y avoir on va dire pour essayer de faire en sorte que l'administrateur ait la meilleure configuration possible par rapport aux attaques existantes.
Donc, on le rappellera jamais assez, il faut patcher le plus possible, dès que possible, les applications, les OS et les solutions de cybersécurité notamment, pour permettre d'éviter le plus possible l'exploitation des vulnérabilités connues. Et également mettre à jour régulièrement l'ensemble de ces solutions. Et enfin, effectivement, mettre en place une politique de sauvegarde performante qui permet d'être résilient si on perd une partie des données, notamment dans le cas des ransomware. En réponse technologique, là, je vais essayer de vous dresser une partie des réponses que l'on peut avoir sur chacun des vecteurs. Donc, sur la navigation web, ce qui est important, attendez, excusez-moi, je vais essayer d'enlever ça. J'ai un petit carré qui m'embête depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Donc sur la navigation web, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est de la détection, sur finalement les flux qui transitent entre l'utilisateur et les serveurs web. Donc ça passe par de l'anti-malware, des moteurs anti-malware qui se basent sur du machine learning, sur de la signature, sur de l'intelligence artificielle, sur de la réputation, et qui se base aussi sur du sandboxing, hein, pour exécuter en environnement cloisonné un code inconnu, pour connaître sa dangerosité. Aussi pouvoir catégoriser, pour notamment respecter la charte informatique, mais plus précisément d'empêcher un utilisateur d'aller sur un site connu comme étant malveillant. Et chez Fortinet, on met à jour notre base d'URL toutes les 5 minutes et on ajoute à chaque fois énormément de sites connus comme étant malveillants. Il faut pouvoir identifier les utilisateurs pour donner à chaque utilisateur le bon droit, mais aussi à des fins réglementaires, pour pouvoir loguer les utilisations du web. Et enfin, lorsqu'on parle de détection, les détections peuvent se faire que sur du flux non chiffré. Or, sur les flux Internet, on a entre 85 et 95% maintenant des flux qui sont chiffrés. Donc, si on veut faire ce travail correctement, on est quasiment obligé de déchiffrer les flux. Et donc, il faut des solutions performantes pour le faire. Au niveau de la messagerie, il faut bien mettre exactement les mêmes moteurs de détection, tant sur la partie finalement code qui pourrait transiter à travers la messagerie, mais également sur la partie réputation, notamment sur la partie anti-spam. Et il faut mettre les mécanismes de défense en place SMTP qui sont souvent pas forcément bien pris en compte. Donc tout ce qui est SPF, des marques, des KIM, afin d'éviter le plus possible des échanges avec des sites frauduleux, enfin des domaines frauduleux, pardon. Ce qui est intéressant de faire, c'est aussi faire du désarmement. Ça veut dire virtuellement désarmer un fichier qui serait malveillant. Par exemple, un fichier Excel, un fichier Word, qui contiendrait des macros avec des scripts, les désarmer et fournir à l'utilisateur final le fichier à plat, dépourvu de tous les scripts dont il avait au départ. Là, c'est vraiment lorsqu'on a un doute sur un fichier, on préfère prendre le moins de risques possible et donc fournir à l'utilisateur un fichier complètement sain. On a aussi des mécanismes qui permettent d'éviter les attaques avec l'ingénierie sociale, donc l'attaque au président. Essayer au maximum de détecter l'utilisation frauduleuse de la messagerie dans ces cas-là. Au niveau du poste de travail, ce qui est intéressant de faire, c'est du profiling. Donc, c'est faire en sorte que le poste de travail Perdu Vincent. Isilda, tu es là? Allô, allô? Je suis désolé, je pense que Vincent va pouvoir se reconnecter.
que vous m'entendez? Oui, on te réentend, excuse-nous, hein. En fait, on t'avait perdu en vidéo Ouais, et en j'ai son. mon... ça m'a marqué impossible de se connecter, et puis D'accord, donc bah, c'est faut que tu me reparti. redonnes. Poste de Tu me travail, redonnes. excuse-moi. Ouais, je t'en prie, mais il faut que tu me redonnes les droits par contre de. Ah, pardon, excuse-moi. Euh, J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il m'a mis impossible de se connecter. je te donne les droits. Hop là. Bon, ça a C'est pas fait. reparti, merci. Ok, super. Alors, j'en étais, je sais pas à quel moment je vous ai perdu. J'en étais sur le profiling. Je pense qu'on était là. Au niveau du profiling, euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être sûr à chaque instant que sur un poste de travail, on a le bon utilisateur qui est authentifié, que le poste est sain, donc son antivirus par exemple est à jour, que son OS est à jour, qu'il présente un certain nombre de caractéristiques qui fait que, qui font que ce poste de travail est conforme à l'accès à l'application. Et il faut le faire en permanence, notamment lorsque les postes de travail sont à l'extérieur du système d'information. Il faut aussi mettre en place donc, des politiques de détection, hein, ça passe par de l'anti-malware, donc ça passe exactement par les mêmes moteurs, hein, donc du machine learning, de la signature, mais également du sandboxing, de la réputation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire de l'interaction entre le client, entre l'utilisateur finalement, entre son poste de travail et le réseau, que ce soit sur la partie NAC, que ce soit avec le firewall. Et enfin, bah, exécuter le filtrage URL, donc toute la protection web au niveau du poste de travail, notamment quand celui-ci est en situation de nomadisme, afin d'hériter de la même politique de sécurité que lorsqu'il est finalement au sein du système d'information. Au niveau du transfert des fichiers, on peut effectivement faire du contrôle de périphérique au niveau des postes de travail, mais mettre les mêmes mécanismes de détection, notamment sur les flux à la volée euh, entre les, entre les utilisateurs, puis mettre en place aussi du contrôle, notamment sur le Shadow IT. On verra tout à l'heure. Au niveau des accès distants, ce qui est primordial, c'est l'authentification. L'authentification la plus transparente possible, mais la plus forte possible également. Euh, Faire le profiling dont on vient de parler. Si on veut mettre en place du ZTNA, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce qu'il faut faire aussi, c'est pouvoir sécuriser l'accès aux applications et donc mettre en place ce qu'on appelle des tunnels applicatifs, des tunnels qui utilisent les sessions, ce qui permet vraiment à l'utilisateur de pouvoir tunneliser de bout en bout de son poste de travail jusqu'aux applications, peu importe où se trouvent les applications. Donc, et la plupart du temps, c'est le cas, on a des systèmes d'information hybrides avec des applications en interne en data center, des applications cloud. Il faut pouvoir tunneliser les flux en même temps de l'utilisateur aux différentes applications. Donc, c'est ce qu'on appelle le ZTNA. Au niveau du Wi-Fi, faut pouvoir gérer l'authentification, gérer les invités, pouvoir mettre de la sécurité au sein de l'infrastructure Wi-Fi pour pouvoir détecter notamment les attaques du type ROG. Et enfin, centraliser les événements, pouvoir avoir de l'information sur l'utilisation du Wi-Fi. Au niveau des applications, ce qui est important, c'est de gérer les vulnérabilités. Des vulnérabilités dans les applications, il y en a toujours, il y en aura toujours. Il faut pouvoir, par contre, les détecter, voire bloquer leur utilisation. Et aussi pouvoir bloquer les attaques de type web, donc avec des moteurs de type WAF, Web Application Firewall, afin de protéger les vulnérabilités des services web qui sont souvent assez nombreuses. Et enfin, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est détecter les mouvements latéraux et les bloquer le plus possible. Donc concrètement, donc ça c'est un certain nombre de solutions qu'il faudrait mettre en place. Concrètement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les meilleures solutions sur les différents sujets, donc ce qu'on appelle le best of breed, c'est très bien, mais ce qu'il faut faire, c'est surtout avoir des solutions qui sont interopérables. Si elles sont efficaces unitairement, c'est très bien, mais ce qu'on voit dans l'avenir, c'est de pouvoir avoir un écosystème de solutions qui interagissent entre elles et peuvent avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à des solutions qui fonctionnent en silo. L'intelligence cyber est très importante parce que finalement, toutes ces solutions, elles fonctionnent, on l'a vu, avec des mécanismes variés, mais qui se basent sur une écoute globale, on va dire, des événements cyber qui se déroulent dans le monde, hein, que ce soit sur les réputations, que ce soit sur les moteurs de machine learning, qui doivent forcément, bah, comme leur nom l'indique, apprendre le plus de données possible. Donc, il faut de la donnée.
il faut être à l'écoute du plus possible de toutes les attaques qui se déroulent dans le monde pour pouvoir ensuite avoir une réponse rapide et on va dire unifiée sur les différentes briques dont j'ai parlé. Donc chez Fortinet, on a énormément de clients, par exemple, et c'est un avantage, c'est qu'on a une très grosse vue des événements cyber qui se déroulent dans le monde. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir de la visibilité, donc pouvoir centraliser le plus possible les solutions de log, de remontée d'alerte, etc., pour avoir une visibilité qui est la plus complète. On a un point minimum finalement d'administration, enfin on a un minimum de points d'administration. Ce qu'il faudra mettre en place à l'avenir, c'est le plus possible d'automatiser les processus lors des détections d'événements suspicieux. Afin d'être beaucoup plus rapide que les 3 mois dont on a parlé tout à l'heure, et pouvoir automatiser, simplifier la tâche aussi des administrateurs en automatisant un certain nombre d'actions de remédiation automatique. Et enfin, ce qui est important d'avoir une vue globale, c'est aussi de pouvoir améliorer la mise en conformité. C'est beaucoup plus facile de mettre en conformité un système où on a une vue simplifiée et globale que lorsqu'on a X solutions qui fonctionnent en parallèle. Donc la réponse de Fortinet à ça, c'est ce qu'on appelle la Security Fabric. C'est un concept qui a quelques années maintenant, et c'est en fait un écosystème, un tissu de solutions qui adressent des problématiques diverses, mais qui apportent une réponse coordonnée en termes de cybersécurité. Et qui se base donc sur le FortiGuard Labs, qui est notre laboratoire de recherche sur les cybermenaces. La Security Fabric, donc, c'est une large gamme de solutions. Donc, je vais essayer de balayer avec vous, mais de manière un petit peu plus précise, pour voir les principales solutions que vous devez mettre en place lorsque vous voulez finalement gérer les problématiques dont on a parlé précédemment. Donc, au niveau, j'ai repris en haut les différents vecteurs d'attaque. Je vais commencer par la navigation web. La navigation web, ce qu'il faut bien sûr, c'est des solutions dédiées, soit sur le proxy, donc avec la solution FortiProxy, ou FortiGate au niveau du firewall, si vous faites du traitement à la volée ou du proxy explicite sur votre firewall. Ce que vous pouvez faire également sur une architecture SD-WAN, vu que notre solution SD-WAN, c'est exactement la même que notre solution FortiGate, la solution pare-feu. Donc, dans un environnement SD-WAN où vous voulez faire de la sécurité des flux web sur les sites distants qui sont derrière des pare-feux, vous pouvez le faire directement au niveau du FortiGate. On pouvait le faire également au niveau du client, notamment lorsque vous êtes en nomadisme. Et là, ça va être la nécessité d'avoir une solution qui s'appelle FortiClient installée sur les postes de travail et qui vont faire la protection des flux web directement au niveau client. Et puis, on va s'intéresser à des mécanismes dont on a parlé, donc le sandboxing, donc avec FortiSandbox, donc soit par le biais de solutions qui sont hébergées en mode SaaS, donc directement implémentées dans les solutions, soit en mode on-premise avec une solution dédiée FortiSandbox qui est installée directement dans le système d'information. Et enfin, vous avez deux solutions, on va dire, de visibilité, donc FortiAnalyzer qui est le point névralgique d'écoute de toutes les solutions Forti et Fortinet, qui va permettre de faire de l'écoute et de l'automatisation, ou si vous voulez mettre en place une vraie solution de SIEM qui peut aussi agréger des logs, des journaux d'autres solutions non Fortinet, vous avez la solution de pure SIEM, FortiSIEM. Au niveau de la messagerie, bien sûr, on a une solution dédiée sur la protection de messagerie, FortiMail, que ce soit on-premise ou en environnement cloud, sous forme de VM, sous forme d'appliance. Il y a différents modes d'implémentation qui permettent de protéger donc la messagerie. Vous pouvez le faire au niveau de FortiGate également, avec de la détection de flux malveillants dans les flux SMTP et également de l'anti-spam. Vous allez vous baser également sur FortiSandbox pour l'exécution de fichiers code inconnu. Et vous basez également sur FortiAnalyzer, voire FortiSIEM si vous voulez vraiment agréger un mode SIEM. Sur les postes de travail, donc là on va vraiment aller sur la partie Zero Trust Network, Zero Trust Access, avec donc le FortiClient qui va pouvoir gérer, on va dire, la sécurité du poste de travail, c'est-à-dire le moteur anti-malware avec signature, avec machine learning au sein du poste de travail, qui va pouvoir communiquer avec la sandboxing sur du code malveillant, qui va pouvoir monter des tunnels vers les FortiGate, qui va être capable de faire donc, du filtrage URL, j'en ai parlé tout à l'heure,
et qui va être capable également de faire de l'analyse des vulnérabilités des applications, enfin dresser la liste des applications installées sur les postes et dresser leurs vulnérabilités potentielles. Voilà, donc tout un tas de mécanismes qui permettent de sécuriser et qui va empêcher par exemple l'utilisation de clés USB non maîtrisées par exemple. Donc tout un tas de risques autour du poste de travail va être dressé, enfin géré à partir du FortiClient, qui lui va interagir avec d'autres solutions, notamment Fortinac pour la gestion des utilisateurs au sein du système d'information, le positionnement dans le bon VLAN en fonction du poste et du profiling du poste, etc., etc. Donc tout un tas de scénarios, on va dire, d'accès au système d'information interne. Il va se baser également sur FortiAuthenticator pour pouvoir authentifier, pour qu'on puisse authentifier fortement, au moins authentifier l'utilisateur, voire fortement avec FortiToken, et permettre l'utilisateur de, par exemple, de faire du SSO avec différents protocoles type SAML, OAuth, Kerberos, etc. On va toujours interagir avec la FortiSandbox, FortiAnalyzer et FortiSIEM. On va interagir avec le FortiGate. Le FortiClient, lui, va échanger en permanence des données d'information de profiling au FortiGate. Le FortiGate, lui, va autoriser seulement des postes sains à accéder à telle ou telle application critique et va les refuser s'il y a une vulnérabilité détectée sur un poste, par exemple, ou un événement de sécurité suspicieux. Enfin, pour vraiment aller chasser les attaques au long cours, on a bien sûr la solution d'EDR, FortiEDR, qui va permettre de faire de l'analyse poussée sur les différents événements cyber au sein des postes de travail et des serveurs dans le système d'information. Je passe rapidement sur le transfert de fichiers, mais c'est un petit peu pareil, sauf que là, sur le transfert de fichiers, on va également avoir des solutions sur la partie cloud, CASB, pour essayer de maîtriser le plus possible l'utilisation des ressources cloud. Pour les accès distants, on reprend les mêmes choses. Donc là, on n'est pas en FortiNAC, mais sinon, on reprend les mêmes dispositifs. FortiClient, FortiAuthenticator, FortiToken, donc pour authentifier fortement l'utilisateur, pour faire du profiling de l'état de santé de son poste, et pour pouvoir monter des tunnels vers FortiGate, donc des tunnels applicatifs, donc vers FortiGate, vers les différents environnements cloud, mais également vers notre environnement SASI, afin de sécuriser le plus possible, peu importe où se trouve l'utilisateur, peu importe où se trouvent les applications, on va tunneliser de bout en bout l'utilisateur derrière son FortiClient jusqu'à son application. Donc nous, sur la partie Wi-Fi, on a au catalogue effectivement des solutions FortiAP et des solutions de commutation FortiSwitch qui vont fonctionner de concert avec la partie Authenticator, toujours pour authentifier les utilisateurs, et la partie NAC également pour gérer notamment les invités, gérer le positionnement dans le bon VLAN des utilisateurs, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Et on se baser toujours sur une communication et une interopérabilité avec les FortiGate et bien sûr avec le FortiAnalyzer. Et enfin, sur les applications, il est important de protéger les applications web derrière un FortiWeb, gérer les applications en FortiWeb, qui est notre solution de WAF, de pure WAF, pour protéger les applications web, FortiCWP pour protéger les applications, les environnements cloud, type Amazon et Azure. Et on va bien sûr gérer l'authentification aux applications, notamment via FortiAuthenticator. On va pouvoir faire du SSO, non pas que sur un environnement Fortinet, mais vraiment sur un environnement applicatif tiers complètement compatible SAML, par exemple. On va pouvoir faire du SSO, donc d'authentification transparente et rejouée donc transparente pour l'utilisateur. On se base bien sûr sur FortiAnalyzer et FortiSIEM pour faire notamment FortiSIEM si on veut faire de la corrélation d'événements de sécurité sur les applications pour essayer de détecter des attaques complexes sur les applications. Donc d'une manière générale, si on veut une protection un petit peu générale, les produits et les solutions qui reviennent le plus souvent sont vraiment les solutions tournées autour de l'utilisateur, donc le Zero Trust Access, bien sûr le FortiGate, le FortiSASI qui va monter en puissance sur les prochains mois pour vraiment gérer la protection des environnements hétérogènes, hybrides, cloud et on-premise. Et on a le FortiSandbox qui est quasiment obligatoire pour détecter les codes inconnus. Le FortiAnalyzer et le FortiSIEM qui vont vraiment permettre d'avoir de la visibilité et gérer de l'automatisation. Et FortiEDR pour toute la partie vraiment recherche avancée d'événements de sécurité. Alors, Vincent, je complète juste par une chose, c'est que donc on a fait exprès de garder l'ensemble des produits de la sécurité fabrique dans la présentation
pour vous montrer la cohérence de la solution Fortinet, il faut quand même rappeler que toutes ces solutions-là ne sont pas au marché. Et donc, dans le marché actuel de l'UGAP, il y a la partie FortiGate, la partie FortiAnalyzer et la partie FortiSandbox qui sont naturellement au marché. Donc, cela, vous pouvez directement consulter vos CSI ou Nomios pour avoir plus de renseignements et les acheter via le marché de l'UGAP. Mais on a voulu quand même ne pas se limiter à ça comme présentation pour montrer la cohérence complète de la Security Fabric. Ouais, tu fais bien de le rappeler, Romain. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai plus de batterie dans mes écouteurs pour ça. Oui, un Oui, peu c'est bon. loin, mais ça va quand même. Ok, ok. Donc là, maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de projets récents, donc en partenariat bien sûr avec Nomios et dans le cadre du marché UGAP sur des collectivités territoriales. Donc on a une grosse métropole qui est un client existant avec des solutions historiques FortiGate, donc des 1500D, donc déjà des beaux équipements, et avec une trentaine de sites distants, notamment pour la protection de l'accès, enfin tout ce qui est autour de la gestion de l'eau. Donc avec le partenaire, j'imagine, qui gère la distribution de l'eau. Donc là, le but, c'était vraiment, enfin, pour le client, c'était de challenger Fortinet. C'est un client de longue date et il voulait un petit peu voir ce qui se faisait ailleurs. Donc c'est un projet qui a duré presque un an, le temps de challenger et tester les différents autres concurrents, notamment. Et le but, c'était aussi d'ajouter de la segmentation interne euh, pour essayer d'être un peu moins que périmétrique, mais vraiment rajouter de la segmentation et redécouper les différentes zones de sécurité interne. Il fallait un équipement puissant qui avait un gros débit en fond de panier pour pouvoir faire ça. Et donc, ce qu'on a proposé et ce qui a été vendu, c'est donc un cluster de FortiGate 1801F, FortiAnalyzer, bien sûr, pour gérer les événements. Et puis, on a mis en place également le Security Ratings, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui est un service supplémentaire qui permet notamment de donner en permanence des bonnes pratiques aux administrateurs de la solution FortiGate sur les, on va dire, les règles de sécurité, la gestion, la façon dont est faite la sécurisation au niveau du FortiGate. On a également une communauté de communes, donc une ville un petit peu plus petite. Néanmoins, il y a quand même 5000 utilisateurs et 1500 règles sur les pare-feux. Donc c'est un nouveau client. C'était une solution une solution concurrente qui était actuellement en place, qui était anciennement en place. Et là, c'était également la même chose, hein, c'est-à-dire faire de la sécurité périmétrique, mais également faire de la resegmentation interne, et notamment faire la protection des écoles. La solution proposée est exactement la même, donc un best-seller chez nous, hein, c'est un équipement qui permet de faire presque jusqu'à 200 gigabits par seconde en fond de panier en niveau 4. Donc le 1800F, qui est bien sûr dans le marché Gap, avec le FortiManager, le FortiAnalyzer. Le FortiManager pour gérer les équipements et FortiAnalyzer pour pouvoir gérer toute la partie log, rapport, etc. Et enfin, je vais vous mettre une petite ville, une petite mairie, qui sont tout aussi sensibles en termes de risque cyber. Donc, c'est une ville à peu près de 10 000 habitants du sud de la France. Également nouveaux clients. Le but, c'était faire un remplacement donc, de l'existant et déployer des équipements également sur 14 autres sites de la mairie. Et donc, faire un premier début de projet SD-WAN. Et donc, on a proposé un cluster de 200 AF, qui est également best-seller chez nous, 14 FG40, et il y a des petits équipements qui permettent de faire du SD-WAN. Et encore une fois, phase FLG, donc FortiAnalyzer et FortiManager pour gérer notamment les sites distants. Et on a pas mal d'autres exemples. Mais voilà, donc on s'adapte sur pas mal de typologies de besoins. Et on est capable de fournir des solutions sur l'ensemble de ces besoins. Et je vais vous remercier de votre attention et je vais prendre en charge les différentes questions, je crois qu'il y en a.
Alors, hein, là pour l'instant, je suis désolé, non, j'ai pas de questions. On va laisser les personnes éventuellement poser des questions. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez évidemment solliciter vos CSI comme correspondants locaux. Ils ont la connaissance maintenant depuis presque 3 ans du marché. Donc, ils n'hésiteront pas à rediriger s'ils connaissent, s'ils n'ont pas la réponse à la question aux personnes dédiées au marché du côté Nomios. Euh, donc, je vous rappelle, s'il n'y a pas de questions qui arrivent, que bien sûr, une fois que je vous ai envoyé la présentation et l'enregistrement, nous serons très heureux, Vincent et moi, de prendre vos questions si vous n'avez pas eu le temps ou l'envie de poser des questions maintenant. On sera toujours à disposition plus tard. N'hésitez pas à nous solliciter. Alors, j'ai quelques questions qui arrivent, tant mieux. Vincent, auriez-vous une approche financière? Quel budget moyen? Alors, je ne sais pas si on peut. C'est pas facile à répondre. Et puis Vincent n'est pas forcément le mieux placé. Moi, je peux surtout vous dire que les estimations financières, c'est comme toujours à l'UGAP, on doit vous y répondre très rapidement. Donc, si vous nous sollicitez sur quelque chose, on a joué, il me semble, de mémoire 72 heures pour vous répondre. Donc, ça ne vous coûtera pas grand-chose de nous solliciter et on sera très heureux de vous envoyer une enveloppe par rapport à votre besoin. Euh, c'est difficile de répondre parce que la taille des nombres d'utilisateurs et les fonctions sont très différentes d'une mairie à l'autre et d'une collectivité territoriale à l'autre. Donc, budget moyen, non, je suis désolé, mais n'hésitez pas par contre à nous solliciter et on vous répondra très rapidement. Euh, Bonjour, pouvez-vous rappeler les produits UGAP? Alors, il y a euh, toute une gamme. Alors, je suis désolé, j'ai pas le slide là, mais je peux vous l'envoyer à l'issue de la présentation. On a une gamme à la fois d'entrée de gamme jusqu'à cœur de réseau en firewall. Je ne sais pas si toi, tu as la vision plus, Vincent, euh, pour répondre à cette Ouais, question-là. ouais, on a une gamme qui est large, hein. Je peux te donner rapidement quelques. Sachant que on a dans la gamme uniquement des équipements avec, enfin le plus possible des équipements avec disque dur, notamment sur la partie FortiGate. Au niveau FortiGate, alors on a un peu toutes les générations. Enfin, en fait, on a une gamme large hein, chez Fortinet. Ça commence vraiment sur les petits boîtiers, donc les 40 dont on a parlé. On va avoir les 40, si je dis pas de bêtises, on va avoir on va avoir les 80, les 100, les 200. Je me demande si on n'a pas les 600, on a au Je- moins. dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on a on a une plaquette qui est dédiée au contenu du marché sur Fortinet. Donc, je n'hésiterai pas à vous la joindre dans le mail derrière que l'on va vous adresser. Alors, je suis en train de l'ouvrir. Je vais reprendre la main pour la présenter. Excuse-moi. Est-ce que tu peux éventuellement, je sais pas si toi tu peux me la rendre. Hop, je reprends la Euh, main. une question. J'en profite Ah, juste du coup Oui, pour répondre à une question qui nous était posée concernant les best practices sur la partie FortiGate, c'est la partie sécurité rating, du coup, dont parlait en fait tout à l'heure pendant la présentation. il y avait une question sur. J'ai pas lu passer cette question. D'accord. Bah, Security Rating, ouais, c'est un des composants qui a été mis en place, par exemple, sur la métropole, le premier exemple dont j'ai parlé. alors, je reprends le rôle d'animateur, excusez-moi, hein, je suis désolé. Il y a une autre Donc, question qui a été posée, du coup, je sais pas si tu as vu Romain. Avez-vous des ressources en assistance technique dans le cas d'une solution Fortinet dans un réseau opérateur MPLS? Ça, c'est pareil, du coup, on est en mesure, côté Nomios, de pouvoir vous aider en fait à sécuriser un petit peu les flux sur ce type en fait de besoin-là. Donc après, il faut voir un petit peu par rapport aux besoins, si vous êtes capable de le détailler un petit peu, bah, comment est-ce qu'on serait en mesure un petit peu d'y répondre. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on sait faire, en tout cas côté Nomios. alors, il y a une question aussi sur
la fonctionnalité qui permet de suggérer les best practices sur FortiGate. On Donc, vient d'en j'imagine que parler c'est ça, le. du coup. Voilà. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et donc, pour le budget d'une cotère à 3000 agents, bah, je vous propose, Monsieur Mercier, qu'on vous réponde en privé un peu plus tard. Euh, donc les solutions Fortinet au marché, donc les voilà, je vous les présente actuellement. Normalement, vous devez le voir. Donc, il y a le plus haut de gamme. Donc, je ne sais pas si tu peux, Maxime, expliquer en 2 secondes. Le plus haut de gamme, j'imagine que c'est le 3401. Ouais, c'est ça, en fait, tout dépend un petit peu des performances attendues et du nombre de ports, puisque du coup, en fonction de l'équipement, que vous allez pouvoir choisir, bah, forcément, on aura une connectique un petit peu qui sera différente avec des interfaces, 10 gigas, 25 gigas, 40 gigas ou 100 gigas. Après, se pose la question également, de savoir, en fait, si l'équipement, bah, possède un disque, ou non. Sur les plus petits modèles, du coup, il y aura pas forcément, en fait, de disques, qui vont être, intégrés, mais on peut passer, en fait, sur les gammes impaires, qui permettent de proposer le stockage, en fait, par exemple, des logs ou ce genre de choses. Donc après, vraiment, tout dépend un petit peu du besoin que vous pouvez avoir en termes de performance et en termes d'interface, quoi. Voilà, donc toute cette gamme-là, je vous l'enverrai et c'est tout ce qui est actuellement présent au marché et qui permet de balayer normalement Mais à peu cette près tous les gamme-là, besoins. ouais, permet de répondre aux besoins, que ça soit sur des petits sites avec 5-10 utilisateurs, jusqu'à sur des performances data center avec les plus gros boîtiers, quoi. Je peux faire une présentation assez rapide qui est enfin, une petite synthèse. On a les premiers boîtiers, là, les 40 et 60, là, c'est vraiment les sites distants. Donc, dans le cadre d'une collectivité, ça va être les petits sites avec quelques dizaines d'utilisateurs. Ensuite, on a vraiment la partie qui va être soit uniquement périmétrique, la planche milieu de gamme. Donc là, si vous voulez vraiment faire vraiment juste la partie barrière externe, périmétrique, ou sur des sites un peu modestes, par exemple sur une mairie, etc., ça va pouvoir tout faire, hein, donc du périmétrique et de l'interne. Et puis enfin, les gammes au-dessus, là, c'est vraiment lorsque vous voulez faire de la grosse segmentation. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas deux projets où vous avez besoin de segmentation. Et donc, on va partir soit sur du 1100, soit du 1800. Tout simplement parce qu'à chaque fois, on a de 80 jusqu'à 200 gigas de fond de panier. Donc, en niveau 4, vous allez pouvoir avoir des performances assez proches finalement d'un cœur de réseau classique type Cisco, tout en ayant des mécanismes de sécurisation. Vous avez des grosses performances sur la partie déchiffrement SSL, etc. Et puis après, lorsque vous voulez vraiment des gros environnements, mais c'est quand même beaucoup plus rare, les séries d'après, hein, les séries 3000 et 4000. Mais voilà, les gros best-sellers là-dessus, sur la segmentation interne, ça va être le 1100 et le 1800. Et voilà, sur ces équipements-là, on a vraiment un rapport prix-performance qui est incomparable, quoi, notamment sur la partie niveau 4. Alors, il y a une question qui va être plus pour moi, c'est est-ce que Nomios intervient sur le plan France Relance Cyber? Oui, on est positionné. Il y a deux façons de nous solliciter sur France Relance. Évidemment, à travers l'UGAP, si c'est pour tous les produits qui sont au marché. Donc nous, on est correspondant terrain. Donc on ne va pas intervenir normalement sur la partie audit et préconisation. On va plutôt intervenir sur la deuxième partie qui est la partie remédiation. Donc on va vous accompagner pour poser notre métier, c'est-à-dire notre métier d'intégrateur. Euh, et normalement, c'est ce que présentait Alexandra au début de la présentation. C'est les personnes d'Advance qui ont la partie audit de sécurité et donc qui ont cette partie-là dans la partie France Relance à l'UGAP. France Relance, c'est plus large que l'UGAP. Si c'est vous pouvez nous solliciter aussi sur des produits qui ne sont pas dans le segment, dans ce marché-là, et on sera très heureux de pouvoir y répondre. Dans tous les cas, l'ANSSI, normalement, vu notre maillage du terrain, l'ANSSI, à l'issue de l'audit, proposera entre autres Nomios comme correspondant de terrain. J'ai une dernière question. Quelle serait la gamme adaptée à des sites industriels, sites techniques comme des stations d'eau ou d'assainissement, armoires d'éclairage public, etc.
je te laisse Vincent, mais là je vois pas la partie durcie, normalement Non, la partie industrielle. non, on a une gamme durcie, effectivement. Euh, on a une gamme durcie donc qui reprennent le même OS, mais avec effectivement avec la protection contre la poussière et l'humidité. Effectivement, je ne les vois pas là. Donc ça voudrait dire que pour cette demande-là, on peut toujours éventuellement rajouter des choses au catalogue, hein, même si on est un peu vers la fin du marché. Donc vous pouvez nous solliciter, et on aura une réponse à ce propos-là. On aura sûrement quelque chose à vous proposer. Merci beaucoup. Alors, je vois pas d'autres questions, sauf si j'ai pas. Quel contact UGAP pour ce marché? Excusez-moi. Bah, c'est votre CSI normalement. Tous les CSI locaux. Alors, Monsieur Marnet, je ne sais pas à quel endroit vous êtes, mais normalement, vous devez avoir vis-à-vis de l'UGAP des CSI. Dans tous les cas, vous allez recevoir de la part de l'UGAP, donc normalement c'est Noémie qui va vous envoyer la présentation et donc les slides, la plaquette de Fortinet et l'enregistrement du webinaire. Donc n'hésitez pas peut-être à demander à Noémie si vous ne connaissez pas votre CSI, elle sera très heureuse en retour de vous aiguiller vers la bonne personne. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse à la question, Alexandra. Noémie s'est déconnectée, mais, mais je lui transmettrai l'information, pas de souci, elle enverra effectivement à tous les participants les liens vers tous ces éléments. Et elle pourra vous envoyer effectivement la liste des CSI et de tous vos contacts en région au niveau UGAP si vous le souhaitez. Merci à tous. Donc, ben, on vous donne rendez-vous. Normalement, on en aura encore au moins un autre sur la Ah, deux autres? sécurité de ce marché. Deux autres? Oui, mais un qui vous concerne les Ah collectivités oui, pardon. territoriales, et qui sera sur tout ce qui est load balancing et reverse proxy, donc c'est plutôt sécurisation des applications. Avec F5, vous aurez des nouvelles durant le mois de novembre. Voilà. Donc, à très bientôt sur le marché UGAP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à Merci à tous. tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Oui.